Mes plus sincères salutations à vous tous, à vous, messieurs, dames, les jurés, opposants et témoins. Qui suis-je? Permettez-moi de me présenter sous l'angle le plus vaste. Je suis une étudiante ambitieuse, je dirais même mégalomane. Je suis désireuse d'un avenir merveilleux, d'une vie toute en verdure, d'une carrière exceptionnelle. En fait, je vois la vie en rose. Ou alors j'aurais aimé la voir ainsi. J'aurais aimé que ses rêves, j'aurais aimé que ses vœux, que ces fantasmes que je vois en marge de mon champ visuel ne se transforment pas en ombre mouvementée, agitée, qui vous et me perturbe, qui nous perturbe tous, élèves, parents d'élèves, corps administratif, professeurs, système éducatif en entier. Messieurs, dames, cette ombre qui n'est autre que la violence scolaire, qui par un éteint la flamme qui jaillit dans tout un chacun. Et c'est triste quand on y pense, triste à en pleurer, triste comme la mort, triste comme la pluie, comme un bonnet de nuit. Mais moi non, je ne veux pas être triste, vous non plus, personne ne veut être triste, voyons. Donc, je me suis assise un jour et commencé à me poser quelques questions. Pourquoi donc cette colère? Contre qui cette fougue? Et surtout, à cause de qui et de quoi cette violence? Because of who? Because of what? بسبب من وبسبب ماذا? Ne sebeb sen, debedo ake. Je l'ai posé en plusieurs langues parce que tout le monde ou presque se pose les mêmes questions. Tout le monde ou presque cherche cette explication, cette réponse, alors qu'elle est claire. Elle brille pour qu'on la saisisse, qu'on la décortique, qu'on la comprenne et qu'on l'utilise enfin pour trouver cette solution. Et cette réponse, elle est là devant vous, messieurs, dames. Ils ont démissionné de leur rôle éducatif. Mais qui donc? Eh bien, c'est le système, c'est l'école. L'école a démissionné de son rôle primordial, de son rôle principal, l'éducation avant tout. Elle a abdiqué son autorité, malheureusement, sa volonté à former des élèves civilisés, des élèves éduqués qui n'exercent et ne subissent aucunement un harcèlement sexuel, physique, verbal, des élèves qui devraient, je dis bien devraient être des leaders d'un demain mieux qu'aujourd'hui. Mais croyez-moi, ceci ne pourra être réalisable parce que ces mêmes élèves ne vivent pas l'école. Ils subissent fâcheusement l'école à cause de la violence scolaire. Merci. Selon l'expression du philosophe Yves Michaud, la violence est partout et nulle part. Cette contrainte illégitime n'évoque aucune société et aucune civilisation. Celle-ci, elle traverse le temps, les cultures, les classes sociales et elle est souvent touchée par les jeunes autant que les gens âgés. Et dès que l'on cherche à la contenir ou la canaliser, elle ressurgit ailleurs sous une autre forme. Donc la violence est alors aussi difficile qu'identifier, qu'à définir. Tenter de la cerner suppose de prendre en compte les différents, sa forme plutôt protéiforme, violence interindividuelle, violence verbale, physique, sexuelle, des coups homicides, violence collective, politique, des dégâts, des délits, des crimes aussi, de la petite délinquance à la grande criminalité. Honorable jury, chers opposants, chère audience, bonjour. Aujourd'hui, on va vous prouver que la violence scolaire plutôt, n'est pas le résultat de l'absence du rôle éducatif d'un établissement, et on ira jusqu'à dire que ce n'est pas sa raison d'être. Et merci. Merci. Alors,
Mesdames et messieurs, je vous prie de m'écouter très attentivement, puisque l'heure de la vérité a sonné. Je vous prouverai, chers opposants, la réalité de l'importance éducative au milieu scolaire. Et ce, chers opposants encore, en comparant entre deux systèmes éducatifs réels qu'on connaît tous. Parce que oui, la théorie on aime, mais la réalité, on préfère. Les États-Unis et le Japon, messieurs, dames, deux pays de renommée mondiale qu'on reconnaît tous, hors d'un gap éducatif au milieu scolaire énorme. Tandis que dans l'un, je fais allure aux États-Unis, un adolescent se permet de se ramener à l'école avec un fusil. Il vient avec un fusil et commence à, excusez-moi pour le mot, mitrailler ses camarades. Les mitrailler en plein milieu scolaire, je dis bien. Sans oublier, bien évidemment, les autres formes de violence diversifiées qu'on connaît tous aux États-Unis via les films et séries anglais. De l'autre côté, on a le Japon. Le Japon qui, lui, est un pays où les valeurs comme le respect sont l'une des plus appuyées et les plus assimilées depuis leur plus jeune âge, où les élèves vont jusqu'à se pencher rien que pour se saluer entre eux, et où toute nature de violence est quasi inexistante. La réponse se pose alors, messieurs, dames. Comment se fait-il qu'une telle différence existe entre deux pays avec pourtant les mêmes moyens? La réponse, elle, est claire. Ce n'est que l'encadrement scolaire qui, au Japon, joue pleinement son rôle éducatif. Et ce, grâce à un programme qui appuie sur les valeurs humaines et religieuses d'abord, avant d'appuyer sur le cursus académique. Et ce, durant les 10 premières années de chaque enfant à l'école, où les examens, je dis bien, n'existent absolument pas. On se concentre plus sur manière de parler, de manger, de vivre et de respecter. Et ne croyez pas qu'après ces 10 années, tout est fini, loin de là. Au Japon, un élève a toujours un professeur qui prend soin de lui, qui prend le temps de l'écouter, de l'aider en lui donnant des conseils et même jusqu'à l'accompagner durant ses peines de cœur. Oui, au Japon, quand tu te sens tout simplement triste, on t'envoie à l'infirmerie, non pas pour boire un médicament qui ne peut servir à rien, mais pour parler et pleurer un peu. Puis tu reviens en cours et tu te sens mieux. Cependant, ça fait que le médicament est moins efficace que le fait de parler. Et voyez-vous où je veux en venir? Voyez-vous, chers opposants, où je veux en venir? Le Japon est ce qu'on qualifie d'encadrement éducatif à la fois efficace et efficient. Pardon. À l'encontre de ce qu'on appelle une démission scolaire de son rôle éducatif, ou plutôt, soyons honnêtes, un je m'en foutisme total de ce que peut éprouver un élève durant sa scolarité. Résultat, augmentation du taux de suicide chez les adolescents, ou violence physique des élèves contre, je cite, un professeur, ou simplement le fait de venir armé à un établissement scolaire qui est supposé avoir pour but d'éduquer avant d'enseigner. La réponse est sous vos yeux. Merci. On ne peut point transposer des modèles des pays, comme le Japon par exemple, sur d'autres pays, tout simplement parce que les réalités économiques et sociales diffèrent d'un pays à un autre. Honorable jury, chère audience, opposants, bonjour. Je vous inviterai, s'il vous plaît, présents dans cette salle, à essayer de raisonner avec moi. Ne trouvez-vous pas que plus on demandera à l'école de nourrir, de penser, d'éduquer, moins il lui sera possible d'accomplir sa mission qui est d'instruire, de participer à l'avènement d'adultes acteurs dans leur vie. Bien sûr, l'éducation, elle n'est pas morte, elle appartient en premier lieu à la famille. Comme l'a dit Victor Hugo, l'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. C'est la famille ainsi qui n'effectue pas sa tâche du travail. Je vous épargne la montée puissante de l'enfant roi, car cela c'est tout un autre débat. Mais le fait que les parents mettent en doute la crédibilité des enseignants face à l'arrogance de leur progéniture est en soi un problème. Et au lieu de trouver des solutions conjointement, on a de plus en plus tendance
On a de plus en plus tendance à adopter une correction exaspérée. Il est évident, à part pour quelques nostalgiques, qu'une fois à l'école, on devrait avoir dépassé ce stade d'éduqué, que rétropédaler sonnerait le glas d'un système déjà sur la corde raide. Bien sûr, pour compenser le manque d'éducation provenant de la famille, on a attribué à l'école un rôle de plus que le sien. Je le redis, celui d'instruire. Alors, celle-ci se retrouve face à deux tâches. Celle d'éduquer à la place des parents et celle d'instruire. Tout simplement parce qu'on part du postulat que l'école c'est un havre de savoir, alors que c'est une institution qui, comme les autres, doit gérer des frictions et des tensions du quotidien. Merci. Chers opposants, on a choisi les États-Unis et le Japon parce que ce sont les deux pays avec presque la même puissance économique. En outre, ce sont les deux pays les plus puissants et les plus forts du monde entier. Chère audience, rebonjour. Le moment de vous parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre est venu. Le Maroc, mesdames et messieurs, oui, notre beau pays, notre cher pays, où autrefois l'amabilité, la sécurité, le respect, le pardon et bien d'autres valeurs faisaient part de notre vie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui malheureusement. Cela est dû à quoi selon vous, chers camarades? Chers opposants, je vois que vous n'êtes pas au courant, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous rappeler. Effectivement, cela est dû à plusieurs facteurs, mais ce qui est principal, ça tourne autour de l'école. Oui, l'école, ce bel endroit qu'on aime tous. Mesdames et messieurs, j'insiste sur le mot école. Non seulement question de démission de son rôle éducatif, mais aussi le néglige totalement et impérativement et ne prouvons aucun effort vis-à-vis de celui-ci. Parce que selon elle, tout ce qui se passe à l'extérieur, en dehors de l'école, n'est pas son travail. Et qui croit fortement, comme est-ce que vous croyez, chers opposants, que les parents et l'entourage sont les seuls qui sont responsables de cette éducation. Mais mon Dieu, quelle erreur fatale et impardonnable. On permet à nos établissements scolaires de fuir leurs responsabilités vis-à-vis de ces élèves. Et après, on se demande, avec toute innocence, toute naïveté, d'où vient la violence? D'une autre part, figurez-vous, mesdames et messieurs, que la plupart des professeurs marocains sont formés pendant leur formation seulement et uniquement, je dis bien uniquement, pour transmettre un savoir éducatif. Et non pas de donner de moralité ou afin d'éduquer. Et après, avec toute audace, on ose dire éducation avant enseignement. À cause de cela, la majorité des enseignants négligent leur rôle éducatif. Ils se contentent de punir, sans aucun résultat, sans éduquer. Ou bien même pas, ils utilisent tout simplement la fameuse phrase que je suis sûre que la plupart d'ici parmi vous ont déjà entendu dire un jour. Quel niveau, chers camarades? Encore pire, un professeur qui ne cesse pas d'insulter, qui s'adresse en employant de la violence verbale et même parfois physique. Comment est-il censé donner l'exemple à ses étudiants? N'allons pas très loin, chers camarades. Prenons Qism Tmia, le film que vous connaissez tous comme un exemple. Pour cette professeure de français, l'élève est censé être studieux, respectueux. Alors elle, comme assistante éducative, elle est censée être compréhensive avec l'élève, l'accompagner, l'éduquer, et puis chercher un moyen de ne pas l'accabler et par suite le rendre violent. Prenons, chers camarades, un autre exemple, un exemple inspiré de notre réalité amère. Je suis sûre que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé dernièrement à Ouarzazate entre un professeur et son élève. Un élève qui se permet de battre son professeur en plein établissement éducatif parce que ce dernier ne cesse pas de l'insulter, ne l'a pas respecté et le marginalise. Mais quel drame, chers camarades. Mais dites-moi, où est le rôle d'un bon éducateur? Où est le rôle éducatif de l'établissement? Où sont les valeurs des élèves qui sont en train de filmer avec leur téléphone portable? Permettez-moi, chers camarades, de vous poser une dernière question. Pourquoi le taux de violence n'a pas été élevé comme aujourd'hui? Eh bien, c'est simple, parce que l'école consacrait une énorme place pour les leçons de morale, l'éducation civique, l'éducation islamique,
Et même auparavant, les textes d'études avaient toujours une morale qui est censée éduquer l'élève. Et voilà, finalement, cela a abouti à de très bons résultats, vu qu'il y avait peu de violence, ou même pas de violence. Alors, chers camarades, je crois pas, je suis sûre que cette comparaison vous mènera à la conclusion évidente que l'école a son mot à dire concernant la violence scolaire. Je cite: ce ne sont pas les mauvais grains qui étouffent, ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain, c'est la négligence du cultivateur. Et enfin, j'aimerais bien vous rappeler également que notre honorable directeur, M. Younes El-Iraqi, a toujours mis l'accent sur le fait que l'école doit éduquer puis informer. Et merci. Chers opposants, vous avez parlé des États-Unis et le Japon, alors qu'ils n'ont pas le même niveau social. Donc je ne vois pas cette opposition, ça nous servira à quoi? Vous avez aussi dit par vous-même que les profs n'ont pas des outils de formation pour éduquer les élèves. Donc il y a une contradiction. Chers directeurs, honorables jurys, cher auditoire, bonjour. La famille et l'école se complètent. Ainsi, les parents éduquent leurs enfants selon des valeurs morales et sociales nobles que l'école est censée développer et étendre. En revanche, l'enseignant en classe sème chez l'élève des informations et lui apprend des comportements que la famille doit stabiliser. Hélas, ça serait l'idéal. La réalité vient alors nous cracher ces 4 vérités, nous montrer que le soutien familial fait défaut la plupart du temps quand l'élève subit des changements physiologiques, psychologiques et comportementaux délicats. La famille, cette unité de base de tous les phénomènes humains, réunit la fonction d'affection, de protection et de socialisation et a pour rôle d'éduquer et a pour rôle de comprendre l'enfant, le respecter, l'aider et le guider dans ses liens avec son entourage. Parents reste le seul métier qui ne s'enseigne pas formellement. Alors que l'école qui détient la connaissance et l'expérience de l'éducation manque souvent de motivation et de moyens pour transmettre les valeurs et les normes qu'un individu doit acquérir dans le but de se construire une identité sociale et s'intégrer dans les différentes institutions sociales. Quoi t'as dit? Dans une famille, il devrait régner la paix, la confiance, des activités saines. Les enfants en bénéficient largement car les avantages et les aides de ceux qu'on aime se transposent naturellement dans les relations extérieures. Les parents ont toujours été et seront les premiers éducateurs de l'enfant. Ils ont le droit et le devoir de mettre en place ses bases intellectuelles et émotionnelles, de développer son système de valeurs et d'attitudes sans oublier leur responsabilité de parents d'élèves. Cependant, quand ces derniers sont incapables d'offrir une supervision adéquate, ont un faible niveau culturel, manquent de la coopération avec l'école et ne parviennent pas à communiquer avec leur progéniture et par la suite ne parviennent pas à résoudre leurs conflits, la violence ne manquera bien sûr pas de se manifester, entraînant des conséquences spectaculaires aussi bien sur les acteurs du système éducatif que sur la société entière. Selon Macaire, c'est au père et surtout à la mère d'initier l'enfant à la prière, de lui enseigner les bonnes manières et les premières notions de politesse, de le corriger de ses caprices enfantins,
de le surveiller pour le maintenir dans le droit chemin et l'inciter au bien. Fin de citation. En conclusion, chère audience, la violence scolaire n'est pas due à l'échec de l'école d'accomplir le rôle de l'éducation qui lui a été attribué, mais plutôt de la perte des familles, de leurs principes et piliers qui influencent les attitudes adoptées par ses membres dans leurs relations extérieures. Merci. Salut, c'est Anna. Anna Baker. Assieds-toi parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. Vous reconnaissez, je suppose. Évidemment, mesdames, messieurs, ce sont les paroles de l'héroïne de la fameuse série américaine inspirée d'événements véridiques. 13 Reasons Why. 13 raisons. La célèbre série qui raconte l'histoire d'Anna Baker, une jeune lycéenne, âgée de 17 ans et victime de harcèlement et violences scolaires, qui se libère enfin et sort de sa cage pour nous raconter son histoire. Mais sur des cassettes audio. Sur des cassettes audio, elle nous raconte les événements qui l'ont poussée à commettre l'irréparable, le suicide. Cette jeune fille, de 17 ans je précise, tout comme moi et comme la plupart des gens de notre audience d'aujourd'hui, a décidé de mettre fin à sa vie, a décidé de s'anéantir, de disparaître pour 13 raisons. Ou encore pour 13 personnes, à cause de 13 personnes qu'elle a qualifiées et que je qualifie également de monstres. 13 monstres l'ont poussée à faire ceci, qui sont composés non seulement d'élèves violents, agresseurs, sans cœur, hideux par leurs actes, mais aussi d'un accompagnant éducatif qui voit tout et qui se tait, surtout quand il s'agit des soi-disant les intouchables de l'école. Sans oublier le professeur négligent, le professeur paresseux, le professeur absent qui a trahi son rôle majestueux, son rôle éducatif, en ignorant peut-être un simple petit message qui tournait en classe, mais qui avait tellement de signification. Ce petit message dit, et je cite, « Toute cette violence me laisse attendre la mort, ma mort, impatiemment. Mais jusqu'à quand devrais-je attendre ?» Fin de citation. Fin d'un avenir merveilleux, fin d'une vie tout en verdure, fin d'une carrière exceptionnelle, fin d'une vie en rose. Voyez-vous donc où je vais en arriver, messieurs, dames? Anna Baker ici ne fait que représenter toute une catégorie, une immense catégorie d'élèves subissant cette même violence qui, bien évidemment, est due à l'abdication de l'école de son rôle éducatif, tous les jours, toutes les heures, partout dans le monde. Vous allez peut-être me dire que non, c'est de la faute à Anna Baker, peut-être qu'elle fait l'exception, que c'est une fille faible, ou encore, ah non, mais tu sais, c'est de la faute à ses parents, ils ne sont jamais présents, ils ne sont jamais à l'écoute. Alors j'aimerais vous dire qu'ils ont toujours été à l'écoute, ils ont toujours été présents pour elle, mais ils ont zéro contrôle sur son environnement. Par contre, l'école crée cet environnement, c'est l'école qui crée cet environnement qui devrait être adéquat pour ses élèves. Alors non, non, non et non, parce que nous sommes tous pareils, parce que nous traversons tous la même période, parce que nous sommes tous des adolescents, parce que nous nous sommes tous retrouvés dans ce personnage si humilié. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette série a connu un engouement entre nous sur les réseaux sociaux, partout. C'est parce que nous avançons sur un fil très fin, très fin, tenant de garder un équilibre pour bien précaire, alors que tout, absolument tout, nous pousse vers la dérive de l'extrémisme. Alors l'école pourra, non, alors l'école devra nous sauver, alors l'école devra nous soutenir, alors l'école devra communiquer, juste communiquer. Ça, juste communiquer, aussi simple que cela puisse paraître, mais c'est tellement important. Cette bonne communication, cette bonne compréhension nous mènera à être des leaders d'un demain mieux qu'aujourd'hui. Merci.
honorable jury, chère audience, chers opposants. Il est tout à fait naturel qu'il y ait quelques bagatelles sur des sujets apprenant peut-être à leurs différences de caractère ou de comportement ou de l'éducation subie par chacun d'eux. Mais que ces petits problèmes aboutiront à une violence verbale ou physique contre des collègues et même contre des enseignants. Cela pousse à réfléchir. Mes amis, qu'on le veuille ou pas, nous sommes influencés par notre milieu de vie. Et il est caractérisé par une submersion de la technologie. Téléphone, télévision, Internet développent une nouvelle manière de communication favorisant les images. Alors, les mass médias commencent à représenter un réel danger pour les enfants. Passant une grande partie de leur journée devant leur écran de télévision, les jeunes consomment une dose élevée de scènes violentes. Et l'une des télévisions qui diffuse le plus de matières violentes est la télévision américaine. Il semble bien que dans les programmes actuels, les scènes violentes sont plus nombreuses. D'ailleurs, d'après une étude effectuée des émissions de 1960 par Larson en 1968, a montré que la violence est le moyen le plus souvent utilisé par les personnages pour atteindre leur objectif. Les programmes réservés aux enfants comportent également un taux élevé de violence, alors que ceux-ci y consacrent une grande partie de leur temps de loisir. En 1968, déjà, la National Association for Beat Radio and Television estimait que l'enfant américain entre l'âge de 5 à 15 ans assistait à la mort violente de plus de 13 400 personnes. Et selon Garson, en 1970, les données se référant aux États-Unis étaient les suivantes. 8 émissions sur 10 et 9 émissions sur 10 aux heures ou à la fin de la semaine, où ce sont surtout les enfants qui regardent la télévision, présentaient des scènes violentes. Environ 6 ou 7 personnages principaux commettaient des crimes. Et pour la programmation enfantine, le rapport se situe entre 8 et 9 sur 10. J'ai choisi l'exemple de la télévision américaine parce que c'est elle qui inspire le monde le plus et son influence sur les masses médias est remarquable. Elle stimule les jeunes en leur présentant un monde provocateur d'héroïsme qui se passe à la télé dans le reste des pays occidentaux qui ne sont qu'une expansion. On voit l'écho de cette culture dans les comportements des enfants, des jeunes et même des adultes à qui on inculque toute une idéologie, la loi du plus fort. À vrai dire, les mass médias ne sont qu'un simple moyen de communication mal exploité par l'être humain. D'ailleurs, comme tous les moyens, cet engin peut avoir des conséquences indésirables, d'où la nécessité de contrôler la matière diffusée. Les enfants ne sont pas protégés de ce qu'ils regardent. Merci. Cher directeur, honorable jury et chers opposants, bien le bonjour. Tel que notre école nous a habitués et conformément à l'actualité nationale, notre sujet pour aujourd'hui crée la polémique tant par la gravité du phénomène qu'il relate que par son importance, son enjeu. La violence scolaire n'est-il pas résultante logique, évidente de la démission de l'école de son rôle éducatif? Non, nous nous tenons aujourd'hui pour plaider coupable votre honneur. L'école est coupable de la violence dont ses couloirs témoignent, de l'humiliation qu'endure ses élèves, de la frustration et du complexe d'infériorité qui en découle. En effet, l'école, une institution, garantissent la transmission des bonnes mœurs, des valeurs et des principes, du savoir-vivre, du savoir-être et, soyons fous, du savoir-devenir. A démissionné de son rôle éducatif. Ces salles sont désormais froides d'indifférence, de dédain. Ces professeurs baignent dans le marécage du snobisme. Après moi le déluge. Ces cadres et accompagnants éducatifs interviennent seulement en cas de problème, comme les flics.
Mais où est donc l'empathie? Où est l'intérêt dont les adolescents ont besoin? Où est l'accompagnant dans cette phase transitoire où l'on n'est plus des enfants, où on n'est pas encore adulte? Cette perdition dans laquelle nous vivons, cet océan déchaîné de sentiments, de frustration, de changements bien aussi physiques que moraux. Où est notre bouée de sécurité? Les parents, dites-vous? Les parents à eux seuls ne peuvent absolument rien faire, car on passe la plupart de notre temps à l'école. Une école qui éduque en premier et enseigne en second. Les adolescents sont violents, les adolescents sont complètement paumés. Les adolescents sont incompris, mal compris. Leurs mots se fondent et se confondent dans des éléments. Ont des crises de colère mal gérées, des frustrations mal vécues. À mal-être sans fin les poètes motis. Chère audience, nous osons encore, nous espérons encore, nous rêvons encore de voir notre école chaleureuse, vivante, nos enseignants impliqués, notre administration plus à l'avance, plus à l'écoute. Les adolescents d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Préparez-nous, adoptez-nous, aidez-nous, soutenez-nous, semez pour récolter, égard à la semence le temps de la récolte. Merci. Opposants, vous prenez le Japon pour exemple, n'est-ce pas? Alors je tiens à vous... Pardon? Vous prenez le Japon pour exemple, n'est-ce pas? Je tiens donc à vous dire que 27 300 personnes se sont donné la mort ou soit 75 suicidés par jour pour des raisons variées. Dire aussi, au Japon, environ 500 enfants et adolescents âgés de 20 ans ou moins se sont suicidés par an. Le nombre de cas d'harcèlement au Japon par an, 70 000 cas. Pourtant, leur système éducatif est parfait, comme vous avez dit. Bref, la violence scolaire a souvent été niée. Ce n'est pas un phénomène aussi neuf qu'on l'imagine. Pourtant, elle reste une réalité obscure. Les statistiques manquent d'ailleurs. La violence scolaire est souvent le résultat de frustrations profondes, de complexes latents. Dans certains cas, elle représente la manifestation des cris d'appel. Et ne trouvez-vous pas que la brutalité des enfants, c'est une réaction face à un système éducatif qui les broie, avec ses classes surchargées, ses rythmes effrénés? Je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre système éducatif à l'école, parce que celle-ci ne fait qu'appliquer à la lettre le système éducatif sans pour autant l'approuver dans sa totalité. On tend aussi à se focaliser sur les cas extrêmes de violence scolaire, alors que ces cas restent isolés. Ce sont les micro-violences qui handicapent le processus d'apprentissage et créent un climat délétère. Nous savions tous que si on se trompe de diagnostic ou si on ne fait pas un bon diagnostic, on ne pourra jamais trouver la cure adéquate. Bref, grosso modo, face à une violence qui est collective, la réponse doit l'être aussi. Je tiens aussi à vous dire que le risque zéro n'existe jamais dans une communauté. Il y aura toujours des frottements, toujours des violences. C'est inéluctable, mais pas une fatalité. Merci. Alors, je n'ai pas assez de temps, je vais être un peu bref. Vous avez jeté la faute sur les médias d'abord. Alors, j'ai envie de vous dire que selon l'historien Claude Lelèvre, la violence scolaire a existé bien avant les médias. Dans tout temps, il y a 150 ans, un directeur d'école se faisait même poignarder par son élève. Et encore, vous avez parlé du taux de suicide du Japon. Eh bien, figurez-vous que les gens se suicident au Japon après l'école, et pour d'autres problèmes comme le stress du travail ou encore le célibat. Et oui, voilà, même le célibat. Donc, pour finir, je vais me mettre dans la peau d'un endroit que vous connaissez. Je suis dans un établissement scolaire. Un établissement scolaire ou, comme vous préférez, ou enfin si vous voulez, votre deuxième maison. Eh bien, il y a de bonnes et de mauvaises écoles.
C'est plutôt simple pour faire la distinction. Je suis une bonne école quand mes élèves sont des personnes respectueuses et aimables, ayant un comportement civique tout en assimilant les valeurs humaines qui auront été inculquées depuis leur plus jeune âge. Les raisons, eh bien c'est tout bonnement parce que j'ai un encadrement éducatif accompagnant les étudiants durant tout leur cursus scolaire. De l'autre côté, il y a les mauvaises écoles. Je suis une mauvaise école malheureusement quand mes élèves me détestent et me détestent puisque je leur fais subir l'école. Le résultat est que la plupart des étudiants que j'engendre ne sont que des adolescents violents qui ne font que se rebeller contre un système que je leur ai imposé. Tout cela est la cause d'un seul et unique problème, mon désintéressement total de la vie de mes élèves, ou plutôt dirais-je, ma démission de mon rôle éducatif. Et ce, en vue de me concentrer sur le nôtre ainsi que leur parcours académique. En fin de compte, j'ai hélas fait l'erreur d'abandonner mes élèves sans pour autant essayer de m'attraper. Voilà. Société. Conclusion. C'est bon. L'homme est un loup pour l'homme. Cette pensée du philosophe anglais Thomas Hobbes se confirme au regard des multiples actes de violence enregistrés au sein de la société, notamment dans les établissements scolaires. Chers directeurs, honorables jurys, chère audience, il faut savoir que les élèves face aux maintes situations qui s'étalent devant leurs yeux, soit dans leur famille, dans la société ou à travers les médias, et où les individus sont en interrelation, ne pouvant pas régler leurs désaccords, poussent ces enfants-là à reproduire ces scènes violentes, contribuant ainsi à la violence scolaire. Pour cela, il est obligatoire de respecter les principes de droit, mettre en place des lieux de parole et de résolution de conflits, puisque l'application de ces préceptes, la mise en œuvre de ces structures concourt l'apprentissage de la démocratie et participe à une citoyenneté active. Toutes ces mesures permettront non seulement la réduction de la violence dans les écoles, mais constitueront un outil efficace qui préparera les jeunes à vivre dans une société basée sur un contrat social qui vise à rendre compatibles les libertés individuelles de plus que l'organisation sociale. D'une autre manière, supposons que l'école a pu accomplir son rôle éducatif. La violence scolaire serait-elle alors quasi inexistante? Le philosophe Platon y répond à travers sa fameuse citation. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et toute jeunesse, le début de la tyrannie. Fin de citation. Chers opposants, vous êtes censés blâmer l'école qui, pour vous, est la responsable de la violence scolaire, mais d'après vos interventions, nous remarquons que vous admettez vous-même qu'il y a d'autres facteurs qui causent cette force brutale. N'est-ce pas une contradiction? Évidemment, la violence scolaire est le résultat de l'irresponsabilité de la famille en premier lieu, puis du système éducatif, ensuite de la société. La question n'est pas d'arriver ou pas à contenir cette violence, mais la question
est-ce qu'on doit se poser? Ça à quel coût? Au dépend de quoi? Je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais les incivilités coûtent cher. Je parle bien sûr le contrôle de M. Younfleira. Chère audience, êtes-vous toujours convaincus que la violence scolaire est due à la démission de l'école de son rôle éducatif? J'en doute fort bien. Merci.